Et si bien gérer son argent, ça n'avait presque rien à voir avec les maths, les tableurs Excel, mais plutôt tout à voir avec la psychologie. C'est vraiment l'idée qu'on va creuser ensemble. On va essayer de décortiquer comment notre cerveau, il gère la richesse, l'avidité et même le bonheur. Alors, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec cette citation. Franchement, elle résume tout. L'idée, c'est que les décisions qu'on prend avec notre argent, même celles qui paraissent complètement folles vues de l'extérieur, pour nous, elles ont une logique. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de notre vécu, de notre histoire personnelle, pas d'une formule mathématique universelle. Et ça, c'est la question centrale. Pour réussir financièrement, est-ce qu'il faut être une espèce de machine parfaitement rationnelle ou est-ce qu'il y a une autre approche, plus humaine, qui consiste juste à être raisonnable? La différence entre les deux, elle change absolument tout. On va voir ça de plus près. Bon, première étape, on va s'attaquer à un mythe tenace. On a tendance à croire que la finance, c'est une science pure et dure, comme les maths. Mais en fait, pas du tout. En réalité, chacune de nos décisions est filtrée par une lentille, la lentille unique de notre propre expérience. Ce chiffre, il est dingue, mais il illustre parfaitement le truc. Notre expérience perso, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'histoire financière mondiale. Et pourtant, cette petite goutte d'eau, elle dicte à 80% notre vision du monde. C'est énorme. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui a grandi avec une inflation folle n'aura jamais le même rapport à l'investissement que quelqu'un qui a toujours connu des prix stables. L'un n'est pas plus intelligent que l'autre, personne n'est fou. On est juste le résultat de notre propre histoire. Voilà, on arrive au cœur du sujet. D'un côté, il y a l'investisseur rationnel des manuels, celui qui vit dans ses tableurs, qui cherche la formule parfaite. Et de l'autre, il y a la personne raisonnable, c'est-à-dire nous tous dans la vraie vie. Ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément le rendement optimal à tout prix. Ce qu'on veut, c'est la tranquillité d'esprit. C'est éviter les regrets. Bref, c'est pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Maintenant, on va aborder deux facteurs qui sont ultra puissants mais qu'on oublie tout le temps en finance. La chance et le risque. Et attention, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Ce sont de véritables forces capables de changer une vie du tout au tout. Prenons l'histoire de Bill Gates. C'est l'exemple parfait du rôle de la chance. On est en 1968. Avoir accès à un ordinateur à l'école, c'était comme gagner au loto. C'était rarissime. Et lui, il a eu cette chance. C'est un coup de pouce du destin qui a tout changé. Sans ça, est-ce que Microsoft existerait aujourd'hui? Pas sûr du tout. Et puis, il y a le revers de la médaille. Le jumeau de la chance, le risque. Kent Evans, c'était l'ami de Bill Gates. Brillant, avec le même potentiel, prêt à cofonder l'entreprise. Mais sa vie s'est arrêtée net à cause d'un accident de montagne complètement imprévisible. C'est la preuve tragique que le talent et l'effort ne suffisent pas et que tout peut basculer en un instant. La chance et le risque sont comme des frères et sœurs inséparables. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et ce qui nous montre, c'est que dans la vie, le résultat final ne dépend pas que de l'effort personnel. Il y a des forces beaucoup plus grandes, complètement hors de notre contrôle, qui jouent un rôle décisif. Alors, une question se pose. Si le succès financier est si dépendant de facteurs qu'on ne maîtrise pas, ça veut dire quoi être riche? On a tous une image en tête, souvent celle que la société nous vend. Mais cette image est souvent fausse. La vraie richesse, elle est ailleurs. Et là, il faut faire une distinction hyper importante entre être riche et être aisé. Être riche, c'est visible, c'est le revenu actuel, les dépenses qu'on voit, la belle voiture, la montre de luxe, c'est l'argent qui sort. Être aisé, par contre, c'est l'inverse, c'est invisible, c'est l'argent qui n'a pas été dépensé. Ce sont les actifs, les investissements, l'épargne. C'est la richesse qui travaille en silence. Ce qui nous amène à un paradoxe assez drôle, qu'on appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. L'idée, c'est que quand on achète un objet de luxe, une Ferrari par exemple, on le fait souvent en se disant que les autres vont nous admirer. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur tête? Eh bien, en réalité, personne ne se dit « Waouh, le type au volant est incroyable ». Non, ce qu'on se dit, c'est « Waouh, si j'avais cette voiture, qu'est-ce que je serais cool ». En fait, on utilise la richesse des autres comme un miroir pour nos propres désirs. L'admiration qu'on espère obtenir, elle ne nous est presque jamais donnée. Alors, quelle est la vraie richesse? C'est ça. Le plus grand luxe que l'argent puisse acheter, ce n'est pas une voiture, c'est la maîtrise de son propre temps. C'est pouvoir se lever le matin sans angoisse et se dire « Aujourd'hui, je fais ce qui compte pour moi ». C'est ça, la liberté. C'est ça, l'autonomie. Le vrai but, il est là. Ok, maintenant qu'on a posé le vrai objectif, la question c'est comment on y arrive. Pas besoin de chercher des stratégies ultra compliquées. En fait, tout repose sur deux règles de base, deux principes fondamentaux qui sont parfois un peu à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. La première règle, la voici. Il faut absolument comprendre la puissance, mais la puissance démesurée des intérêts composés. C'est peut-être la force la plus incroyable en finance. Mais attention, on se trompe souvent sur ce que c'est. Le secret, ce n'est pas d'être un génie de l'investissement. Le vrai secret, c'est le temps.
Juste pour illustrer, regardez ce chiffre, plus de 84 milliards de dollars. C'est la part de la fortune de Warren Buffett qu'il a accumulée après avoir fêté ses 50 ans, la quasi-totalité de sa richesse. Pourquoi? Pas parce qu'il est devenu meilleur avec l'âge, non, simplement parce que les intérêts composés ont eu des décennies pour faire leur travail et que la courbe est devenue exponentielle. Donc le vrai secret des intérêts composés, ce n'est pas de chercher les rendements les plus spectaculaires, c'est d'obtenir de bons rendements de façon régulière et de tenir le coup le plus longtemps possible. L'important n'est pas de faire des sprints, mais de courir le marathon. La patience, la constance, voilà les vrais ingrédients magiques. Ce qui nous conduit tout droit à la deuxième règle. Parce que, attention, devenir riche et le rester, ce sont deux choses complètement différentes. Deux compétences qui n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. Le contraste est saisissant. Pour s'enrichir, il faut une bonne dose d'optimisme. Il faut oser prendre des risques, aller de l'avant. C'est une phase d'attaque. Mais pour rester riche, il faut changer de mentalité. Il faut de l'humilité, de la prudence et une peur saine de tout perdre. Là, on passe en mode défense. Concrètement, ça veut dire quoi ce mode défense? 3 points clés. Premièrement, être financièrement incassable. Le but, c'est de ne jamais être forcé de vendre ses actifs dans un mauvais moment. Deuxièmement, planifier en intégrant le fait que rien ne se passe jamais comme prévu. Il faut toujours une marge de sécurité. Et troisièmement, adopter ce qu'on appelle la mentalité barbell. Être super optimiste sur le très long terme, mais complètement parano sur les risques à court terme. Finalement, tout se résume à ça. Les meilleures décisions financières ne sont pas toujours les plus rationnelles mathématiquement. Au bout du compte, il faut parfois choisir entre avoir raison sur le papier et être heureux dans la vie. La stratégie la plus efficace, c'est celle qu'on arrive à suivre sur la durée, sans paniquer. Une stratégie qui est raisonnable pour nous, pas juste rationnelle. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion pour finir. Quelle est cette décision financière raisonnable, mais peut-être pas parfaitement rationnelle, qui pourrait vraiment améliorer une vie? Rembourser son crédit immobilier en avance pour la tranquillité d'esprit, même si les calculs disent le contraire? Garder plus de cash que recommandé juste pour mieux dormir? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, car comme on l'a vu, la finance, c'est avant tout une histoire personnelle.